parler de l'Italie. L'Italie est un dossier tellement immense que je lui ai laissé toute liberté d'expression, si je peux me permettre, c'est-à-dire que je n'ai pas imposé un sujet, même si je pense qu'un jour il faudra qu'on parle essentiellement de l'Antiquité tardive au nord de l'Italie, de Rome et d'autres régions que je connais moins bien, mais qu'il y a certainement des traces pour avoir une vraie connaissance de l'Antiquité tardive. Donc je vais vous laisser la parole, j'ai été déjà un peu long, j'espère qu'il n'y aura pas de problème technique, je suis un peu désolé qu'il y ait peu de personnes, mais je suis toujours combatif, donc je ne vais pas changer. Voilà, merci beaucoup de votre présence. C'est moi qui vous remercie. Pour ce qui est du nombre de personnes, c'est sans doute ma faute avoir donné un titre aussi mystérieux comme ce Terre Noire, qui est très familier aux spécialistes de l'Antiquité tardive. J'ai découvert que ce n'est pas tellement évident pour le reste du monde. Je vous laisse encore en suspens pendant un petit moment pour expliquer le moment venu. En tout cas, avec les palais, les églises et d'autres choses, c'est l'un des signes de marque typiques des villes de l'Antiquité tardive. Une Antiquité tardive que je me permets une petite parenthèse de pub, si vous voulez. L'Association pour l'Antiquité tardive n'est pas seulement une association d'universitaires. Il y a des universitaires, il y a des gens passionnés de l'Antiquité tardive. Et alors là, si vous êtes intéressés, vous serez le bienvenu à cette association qui a comme moment typique dans l'année un voyage d'études qu'on fait un an sur des sites de l'Antiquité tardive, ça va sans dire, qu'on fait un an en France, un an à l'étranger, dans les pays qui sont associés dans cette association. Cela dit, j'imaginais, je sentais peut-être votre intérêt pour Constantin, parce que j'ai choisi d'entrer dans le vif de notre sujet avec un monument du début du IVe siècle, qui est justement l'arc de Constantin, qui synthétise, à mon avis, les aspects les plus marquants de l'Antiquité tardive. Je regarde ma montre parce que j'ai l'habitude d'être un peu longue. Donc, l'arc de Constantin, inauguré en 315, 2 ans après la défaite de Maxence et l'entrée de Constantin à Rome qui inaugura son empire. Il traduit en images les 3 éléments qu'un petit livre de vulgarisation assez récent indique comme constitutifs de l'Antiquité tardive, à savoir la structure du pouvoir, un pouvoir monarchique fort, doté d'un système administratif serré, et sont là les 2 reliefs que vous avez à gauche. Peut-être après tout, j'ai besoin du vôtre, le mien. Ah oui, il marche, mais on ne le voit pas. Bon, pas de problème. Les 2 reliefs que vous voyez à gauche, qui montrent la Durocutio, c'est-à-dire le discours de l'empereur pour se présenter, disons entre guillemets, au peuple de Rome, et la largesse congiarum liberalitas, la largesse impériale, qui marque la générosité, mais qui est gérée par la bureaucratie. Ce n'est pas le plus. Voilà. Donc, le discours de l'empereur et les donatifs d'argent à la population, qui ne sont pas simplement de l'argent donné comme ça, mais ce sont des chiffres précis d'argent qui sont donnés aux différentes parties de la population, et ce sont les fonctionnaires impériaux qui le distribuent. Donc nous avons d'un côté le pouvoir monarchique, l'empereur qui est là
représenté d'une dimension plus majeure que le reste des personnages du relief. Ah bon, j'ai oublié de dire, mais là c'est Constantin dans l'un de ses portraits, je ne dis pas les plus récents, mais de plus récentes découvertes, ça vient des marchés de Trajan. Donc le pouvoir, la structure du pouvoir. Deuxième élément, la composante religieuse. Dans l'inscription de dédicace de l'Arc, on parle de instinctus divinitatis. Ce que Constantin a fait de libérer Rome du tyran qui était Maxence, il l'a fait sous l'inspiration de la divinité. En ce moment, ce n'est pas encore le Dieu des chrétiens, c'est la divinité, une divinité générique, mais qui montre bien, annonce, disons, l'un des éléments de base de l'Empire chrétien. Donc, politique et éléments religieux qui sont étroitement liés. Troisième élément, la culture. L'arc de Constantin est une sorte de synthèse de la culture de l'Antiquité tardive qui est marquée par la monumentalité, et là, vous l'avez vu, et si vous connaissez un peu Rome, la connaissez très bien, la permanence de la culture antique. L'arc, du point de vue architectural, l'arc est dans le sillon des arcs de triomphe, notamment de celui de Septime Sévère, et présente à côté des reliefs constantiniens qui sont là, et dont vous avez vu deux exemplaires dans la diapo précédente. À côté donc de ces reliefs, une série de reliefs du IIe siècle, vous en avez un choix à gauche, que sont des reliefs de l'époque de Trajan, de l'époque d'Adrien et de l'époque de Septime Sévère. Ce sont des reliefs qui marquent la continuité de l'Empire et en même temps sont une sorte de légitimation de l'Empire constantinien parce qu'il est présenté à côté de précédents illustres empereurs qui sont parmi les bons empereurs, entre guillemets, du IIe siècle. En même temps, ces reliefs témoignent du remploi d'un élément donc typique de l'Antiquité tardive qui se sert souvent, de plus en plus souvent, disons, d'éléments récupérés de bâtiments précédents. Ici aussi, nous avons des colonnes, les statues des prisonniers et les reliefs qui sont récupérés des monuments précédents, des monuments qui ne sont pas nécessairement en abandon. Probablement les reliefs de Trajan sont pris du forum de Trajan qui est encore en fonction, et ce lien que s'est fait aux yeux des contemporains qui savent très bien d'où ces reliefs sont pris et qui sans doute voient les vides qu'ils ont laissés dans les monuments auxquels appartenaient, c'est un élément qui est quelque chose qui marque l'Antiquité tardive. Pourtant, ce remploi avec les choix stylistiques des reliefs constantiniens, je n'entre pas dans les détails, ce serait trop long évidemment, ce remploi a été longtemps jugé un signe manifeste de la décadence des siècles qu'on appelait du bas empire et qu'on préfère aujourd'hui nommer comme Antiquité tardive. Une catégorie historiographique introduite dans les années 70 du siècle passé. Encore une fois, je n'entre pas dans les détails de la bibliographie, mais je dois au moins évoquer les noms d'Henri René Maroux et de Peter Brown, qui ont introduit, je disais, cette catégorie historiographique qui s'imposa
quand on commença à reconnaître à la période entre 4e et 6e siècle, qui sont les limites de l'Antiquité tardive, acceptées par une partie de la critique qui se dispute sur ces limites, mais là c'est une question qui est très intéressante, c'est une question de culture, mais encore une fois je laisse. À reconnaître donc à cette période une identité propre face tant à l'Antiquité romaine qu'au Moyen-Âge. Ce sont aussi les années 70 dont je parlais qui connaissent les premières expériences d'archéologie urbaine liées aux grands travaux qui intéressèrent les villes européennes à la suite des destructions de la Deuxième Guerre mondiale. C'est la reconstruction des villes anglaises qui a porté à l'invention, entre guillemets, de l'archéologie urbaine, qui s'est ensuite diffusée dans le reste d'Europe, qui avait été aussi pas mal bombardée pendant la guerre, mais aussi, il y a aussi un autre phénomène qui entre dans ce développement de l'archéologie urbaine, qui est l'urbanisme de la période de l'après-guerre, quand il y a eu ce phénomène de concentration de population dans les villes, qui porta à s'interroger sur ce qui est une ville, mais aussi sur ce qui était une ville en tant que ville et non pas seulement en tant que, disons, union plus ou moins cohérente de monuments. Il y a une différence importante entre étudier les monuments d'une ville et étudier la ville. Parce que si on étudie la ville, on s'interroge sur l'urbanisme évidemment, mais aussi sur les maisons, sur la manière de vivre dans la ville, de se servir des espaces de la ville. Donc c'est un problème tout à fait différent qui se développa justement à la suite de ce mouvement de recherche, d'interrogation et aussi de découverte d'une période dans laquelle la ville connut un développement tout à fait particulier et qu'on essayera de voir ensemble ce soir. Dernier élément qui contribue à notre connaissance des villes, je parle des villes de l'Italie, mais ça vaut pour toutes les villes de l'Antiquité. Autre élément, c'est le renouvellement des méthodes d'investigation du terrain, des méthodes de fouilles, qui, encore une fois, vont à la recherche, donc trouvent les moyens de découvrir, de voir et de documenter les éléments de la ville qui ne sont pas les monuments qu'on étudiait du point de vue architectural. Maintenant, il y a les niveaux en eux-mêmes, il y a des détails comme les terres noires dont je reparlerai, et un détail qui est plus simple à voir, comme les trous de poteaux, qui sont la seule trace dans le terrain des maisons de construction en bois, dont on ignorait l'existence parce qu'on ne les voyait pas, parce qu'elles ne laissent pas des traces monumentales sur le terrain. Bon, en Italie, l'archéologie urbaine fit son début dans les années 70, la fin des années 70, avec tous les problèmes qui sont ceux des interventions dans des contextes à continuité de vie, et là ce sont des problèmes pratiques pour les archéologues, pas seulement parce que la continuité de vie a entraîné des dispersions de données importantes, mais aussi parce que fouiller là où l'on vit, ce n'est pas la chose la plus évidente. Et donc ce sont les grands travaux d'aménagement des villes contemporaines qui ont permis des recherches archéologiques assez étendues, qui nous ont fait connaître la ville, les villes de l'Antiquité, de l'Antiquité tardive en particulier.
Donc les lignes de métro, Milan, Rome, Naples par exemple, ou à Turin, d'où je viens, la restauration, le réaménagement des bâtiments historiques du centre-ville, restructurés, et donc on a pu travailler dans le sous-sol, et donc là, une quantité de données importantes. J'ai parlé des villes et non pas de la ville, parce que, à mon avis, la ville de l'Antiquité tardive n'existe pas. Existent des villes, au pluriel, de l'Antiquité tardive, qui ont des caractères différents, des caractères qui ne se réfèrent pas nécessairement au caractère de Rome, qui, on le verra rapidement, est plus une exception que la règle. Rome, alors vous verrez une série de monuments, mais comme je viens de dire, la ville n'est pas faite seulement de monuments, étudier la ville n'est pas étudier ses monuments, et donc, même s'il faut les connaître évidemment, et donc je n'entrerai pas dans les détails des monuments que je vous présenterai, ce sera simplement les éléments qui entrent dans le tissu de la ville, une ville qui au début du IVe siècle, vous voyez le plan en haut, est délimitée des murs construits par Aurélien dans les années 270-275, qui devint au moment de la construction, et puis restèrent pendant le siècle, et encore maintenant, ils marquent la ville, et restèrent les limites aussi idéologiques de la ville, même si dans les siècles, la ville que vous voyez là en haut, qui occupait la plus grande partie de l'espace protégé, et qui comptait plus ou moins 1 million d'habitants, se réduit à une partie minime de cette surface au 8e siècle. On calcule que Rome n'avait que 35 000 habitants. Mais en tout cas, les murs d'Aurélien étaient sa limite, au point que, vous voyez là, le signe, la christianisation des murailles, le signe comme incisant sur les portes, il y en a d'autres évidemment, au VIe siècle. Un mégapole, donc, au début du IVe siècle, avec un contexte urbain très serré, où il y avait pourtant... Où est passé mon contexte urbain? C'est perdu. En façon. Encore devant? Oui, un petit peu avant. Ah oui, le voilà. Merci. Voilà. Merci. Un contexte urbain très serré. Là, c'est une maquette du musée de la civilisation romaine. Très serré, où pourtant, au début du IVe siècle, il y avait des vides, surtout dans le centre, dans la zone des Fora, des vides qui avaient été produits par un incendie dévastateur de 283. Un incendie auquel, entre fin 3e et début 4e siècle, on chercha des villes qu'on chercha de combler, disons, avec la reconstruction des grands monuments qui avaient été détruits, donc la curie du Sénat, le temple gigantesque de Vénus et Rome, et avec la construction de bâtiments nouveaux, les thermes de Dioclétien, la basilique de Maxence, les thermes sur le col Esquilino, la basilique dans le Forum, basilique commencée par Maxence et complétée par Constantin. Les thermes encore de Constantin, un deuxième complexe construit au IVe siècle sur le Quirinale,
qui ont entièrement disparu, mais que l'on connaît d'un plan de la Renaissance et d'une gravure de la fin du XVIe siècle. Toutes ces initiatives s'inscrivent dans le cadre de l'évangélisme officiel traditionnel. C'était la pratique usuelle des empereurs et aussi des particuliers, il faut dire. Pratique usuelle de fonder des édifices d'intérêt public. Et si elle modifie le tissu urbain, comme le font les termes de Dioclétien, qui détruisent un quartier, un grand quartier résidentiel, ça va dans le sens du devenir physiologique, dirait-on, d'une ville vivante. On ne connaît pas de villes qui continuent leur vie, ou non. Non, maintenant on ne détruit plus. Et là c'est un problème contemporain parce qu'on ne sait pas quoi faire des édifices désaffectés, mais on ne les détruit plus. Dans le passé, jusqu'aux années 60 du siècle passé, donc un passé assez récent, on détruisait ceux que ne servaient plus. Alors, c'est une pratique qui n'est pas typique en général de l'Antiquité tardive. Par contre, on saisit des changements majeurs dans le secteur privé qui est investi d'une activité héréditaire importante et différente de celle des siècles précédents, parce qu'elle concerne la construction de domus, donc des maisons où habitait une seule famille, famille dans le sens large du mot, construction de domus de grande envergure, en réponse à la demande de l'aristocratie, ces optimates ou potentiores dans le langage du temps, l'aristocratie qui a bien perdu son pouvoir politique, le pouvoir maintenant, l'empire est monarchique, on continue à avoir les magistratures traditionnelles, consuls, etc., mais le pouvoir politique est nul, pouvoir politique des magistratures. Par contre, c'est toujours Rome et ses magistratures qui est la référence du pouvoir social, qui est un élément fondamental. Ce sont des habitations que nous ne connaissons que par fragments, et là c'est dû justement à la continuité de vie qui a introduit, qui a perturbé les niveaux archéologiques. Ces fragments sont souvent, et les voyez en bas à gauche, des salles absides, dont celle qui se conserve encore en élévation, c'est en haut à droite sur le cielo, avec le nom de bibliothèque Agapète, du pape Agapète. En fait, c'est une salle abside d'une résidence luxueuse du IVe siècle qui, avec le temps, entra dans la disponibilité probablement de la famille du pape Grégoire le Grand. Donc là, c'est déjà une référence d'une famille importante. Le plan de ces maisons, pourtant qu'on connaît, ne répond jamais au plan classique de la domus romaine, entrée, atrium, péristyle, mais comprend toujours dans la disposition des salles très variées, mais il y a des éléments qui sont constants, et donc un espace ouvert, agrémenté de fontaines et de jets d'eau. Là, c'est une marque caractéristique de l'Antiquité tardive. Je ne veux pas dire qu'il n'y avait pas de fontaines et de jets d'eau en précédence, mais là, elle occupe vraiment une place importante dans la maison. Une ou plusieurs grandes salles de réception, normalement absides, je le disais, riches de corps peints ou en opus sectile, donc en dalles de marbre,
que nous pouvons apprécier, même c'est d'une manière virtuelle, dans la basilique du consul Iunius Bassus. Je dis basilique virtuelle, il n'y a rien de virtuel dans les 3 panneaux d'Opus Sectile que vous avez en haut à droite, mais qui sont maintenant dans un musée. Récupérez les deux en haut, récupérés grâce à la constance d'un général des Carabinieri, chargé du nucléaire du centre de récupération du patrimoine. Il était les 2 panneaux sur la voie de la Suisse pour le marché antiquaire. Ils sont maintenant, heureusement, dans un musée. Comme dans un musée est le panneau à droite, la virtualité, entre guillemets, de l'appréciation vient du fait que cette basilique n'existe pas. Attention, c'est une basilique n'existe plus, pardon. C'est une basilique dans le sens latin profane du mot. Ce n'est pas une basilique chrétienne. Elle devint une basilique au 5e, 6e siècle, l'église Saint-André in Catabarbara, détruite au XVIe siècle, mais heureusement relevée, et c'est le petit dessin que vous avez au centre, relevée avant la destruction, comme a été relevé le décor de parois. Et c'est en bas à gauche. Les dessins sont maintenant en Angleterre, au château royal de Windsor, mais il nous permet de connaître ce décor qui était fait de marbre, donc avec une luminosité spéciale, bien supérieure à celle de la mosaïque. En effet, c'est un décor plus prestigieux, plus luxueux que le décor en mosaïque. Un décor qui était, une luminosité qui était augmentée par les grandes fenêtres. Vous les avez peut-être remarquées dans la diapo précédente. Les grandes fenêtres, on les voit là, qui ouvraient les parois. Normalement, ces domus se présentent comme restructuration d'édifices plus anciens. Des domus, mais aussi d'insule, maisons-appartements comme celle qui est sous l'église de Saint-Jean et Paul. Alors, je disais avant que leur emploi est le signe en soi, peut-être l'emploi de zones de la ville marque la continuité de vie de la ville. Donc là, c'est une appréciation positive. Ici, ce n'est pas négatif pour ce qui est des domus, qui prend la place de domus, plusieurs domus précédentes. Ce n'est pas nécessairement négatif, mais ça marque un phénomène de l'Antiquité tardive qui est le changement de la structure de la société. Parce que ces domus petites ou ces insulaires qui sont transformés en domus luxueuses, c'est parce qu'ils sont désaffectés par les anciens propriétaires qui ne sont plus là pour les occuper. Et donc c'est la classe moyenne qui est en train de disparaître, de laisser la place à une aristocratie puissante et nombreuse, et en bas aux humiliores, pour parler toujours en latin, qui n'occupent plus ces maisons. Traditionnel avait donné une image importante de l'extérieur. C'était l'intérieur, évidemment, qui servait à, ça dépend, les thermes, les basiliques, etc. Mais il se présentait, elle entrait ces constructions dans le tissu urbain avec une monumentalité
évidente à l'extérieur, colonnades, sculptures, etc. Les églises chrétiennes vivent pour l'intérieur. L'extérieur des églises est tout simple, sans décor, c'est